Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons dans cet intéressant chapitre toujours issu du livret du docteur Yves Cousigou publié en 1992 intitulé Phobie des microbes et manie vaccinale. Et ce chapitre donc s'intitule Il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades. Tous les hommes diffèrent entre eux par leur empreinte digitale, vocale, sérique et biologique. Et tous les êtres microbiens diffèrent également entre eux. Il ne faut donc jamais parler de standardisation en biologie. Les éléments matériels sont peut-être standardisables, mais les éléments vivants ne le sont jamais, ni dans le temps, ni dans l'espace. Il n'est pas légitime de confondre la maladie avec les symptômes que nous décelons par l'intermédiaire de nos sens déficients, secourus par des instruments eux-mêmes déficients. Charles Nicolle a bien démontré qu'il existe des maladies inapparentes, asymptomatiques et des maladies latentes. Cela est de plus en plus confirmé de nos jours pour de nombreuses infections, comme des infections amariles, donc, typhiques, varioliques, syphilitiques, paludéennes, varicelleuses, rougeoleuses, etc. Donc de nombreuses infections de nos jours, c'est confirmé de nos jours pour de nombreuses infections, ce qui est facile à comprendre lorsque l'on sait que l'être microbien a la vie la plus durable qu'il soit, et qu'en se nourrissant, il se développe en passant par les phases virales, la virose, bactérienne, la bactériose, et mycélienne, la mycose, dont la symptomatologie est évidemment différente pour chacune d'entre elles et difficilement diagnosticable en raison de la spécificité de chaque être microbien et de celle de l'organisme malade où il cherche le milieu nutritif préféré. C'est le tropisme microbien. Je fais une petite pause et je vous renvoie aux vidéos précédentes, toujours de ce travail, cet exposé du docteur Yves Cousigou, Phobie des microbes et manie vaccinale, où justement il amène étape par étape à exposer ces trois phases dont il parle de nouveau ici. Les phases donc virose, bactériose et mycose. Je vous renvoie aux vidéos précédentes pour bien comprendre ce dont il parle ici. Ouvrez les guillemets, ici on cite donc ce chercheur dont il parle plus haut. Or, les imperfections ou incompréhensions de l'esprit dit scientifique en médecine ont conduit à une double illusion. La localisation des maladies à certains tissus ou organes ou lésions du corps, limitation dans l'espace donc, et la localisation évolutive comprise entre l'apparition et la disparition des symptômes considérés, là c'est la limitation dans le temps. L'erreur de la médecine moderne est d'avoir artificiellement découpé des phases, des catégories, dans la continuité vitale, avec le désir de leur découvrir une spécificité, en les isolant les unes des autres, en distinguant arbitrairement la soi-disant maladie et la soi-disant santé, ce qui a pour effet de rendre impossible l'étude de la guérison. Sigaud a surtout le mérite de pousser jusqu'au bout les conséquences logiques de son étude et de proclamer que tous les facteurs d'étiologie, bactériens ou toxiques, sont négligeables à côté des dispositions internes, pour en arriver à concevoir l'unité de la maladie à travers les entités nosographiques différentes. Alors ici, nous sommes renvoyés à Sigaud et Vincent dans leur ouvrage intitulé « Les origines de la maladie », édition 1912, ça date de plus de 100 ans, aux éditions Malouane à Paris. Sigaud, S-I-G-A-U-D, et Vincent, qui, dans l'école officielle, aveuglé par l'idée de la contagion,
s'est jamais préoccupé de savoir si les cancéreux n'avaient pas, à l'origine de leurs maux, une tuberculose ou une gonococcie mal guérie, ainsi que l'ont signalé des homéopathes. Si la vaccination générienne ne prédisposait pas nettement à la tuberculose, si le BCG soutenu par les pouvoirs publics et plus ou moins insidieusement imposé à tous les enfants de notre pays ne sensibiliserait pas à quelques graves processus, point d'interrogation. Quand enfin on sera entré dans la voie de cette étude, on découvrira que les maladies caractérisées, ces grandes crises qui jalonnent la vie d'un individu, ne se succèdent pas au hasard des circonstances étiologiques fortuites, comme l'entrée inopinée d'un microbe ou toute autre particularité de détail, mais que chaque manifestation morbide survient au moment précis où un déterminisme rigoureux dans l'évolution vitale appelle une crise aiguë pour contrebalancer en métastase un déséquilibre à tendance chronique quelquefois indiagnosticable, et que le siège, la forme de cette crise, voire les complexus symptomatiques précis qu'elle revêtira, sont déterminés par toute l'histoire organique et psychique de l'individu depuis sa naissance. J'ouvre la parenthèse pour commenter ici parce que les phrases sont longues, mais il a commencé par dire qu'il y avait de nombreuses infections asymptomatiques. Il les a citées, amaryle, typhique, variolique, syphilitique, paludéenne, varicelleuse, rougeoleuse, la rougeole étant un sujet d'actualité on ne peut plus brûlant, pourrait-on dire, et que c'est toute l'histoire de l'individu depuis sa naissance, avec toutes ces maladies infectieuses asymptomatiques qui vont faire l'explication de la maladie qu'il fait aujourd'hui, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans plus tard, et notamment cancer. Et que tout ça a concouru à amener à cette maladie de l'instant T à un âge plus avancé. Et qu'il est important d'en tenir compte, et c'est vrai que les anamnèses que font les homéopathes, donc en reprenant toute l'histoire de vie de la personne, mais aussi les naturopathes, sont on ne peut plus importantes. Et que ça n'est pas un microbe ou un autre agent ponctuel qui là va être l'explication totale et sûre et évidente, et il n'y en a pas d'autre. Ça n'est pas cet agent ponctuel qui peut expliquer la maladie, mais c'est toute l'histoire de l'individu avec toutes ces maladies, y compris les infections asymptomatiques depuis le début. Et en ça, il répète donc sur l'intervention de la vaccination générienne contre la variole, qui engendre des symptômes latents, souvent invisibles, qui conduisent à des désordres, qui peuvent conduire à d'autres maladies, toujours dans la précision que en vaccinant contre quelque chose, on induit d'autres choses en faisant taire la chose contre laquelle on a vacciné. Pour une grande parenthèse, on continue l'exposé en citant donc Claude Bernard maintenant ici. La médecine, dit Claude Bernard, aurait accompli un progrès immense s'il était possible de prévoir dans l'état de santé les diverses prédispositions morbides et de prédire ainsi l'approche du danger. En d'autres termes, donc, je peux ajouter, c'est la notion de terrain, à la fois en homéopathie et en naturopathie. Et cette notion est primordiale, on ne peut pas faire sans en santé naturelle. Toujours Claude Bernard, nous le citons, la connaissance des processus métastatiques pourrait précisément nous renseigner sur ce problème. Ce n'est pas en découpant les entités nosographiques selon les chapitres bien séparés, en s'efforçant de découvrir à chacune une étiologie fortuite, extrinsèque, pasteurienne, et en leur fabriquant à tout prix une spécificité, que la médecine pourra jamais contempler de pareils horizons.
Il nous faut regarder les processus morbides en fonction des deux principes que nous venons de dégager. Unité fonctionnelle de l'organisme dans son étendue spatiale et unité de temps. Ceci nous permettra de mieux insérer la maladie dans la continuité de la vie, au lieu d'y voir un accident fortuit et exceptionnel. La vie exige une adaptation perpétuelle de l'individu aux circonstances extérieures. Non seulement le milieu se modifie sans cesse avec des variations diurnes, saisonnières ou ces perturbations irrégulières, mais la vie elle-même est un mouvement incessant, transformant la matière captée au monde extérieur, empruntée aux autres créatures, élaborant, éliminant cette matière et changeant son rythme avec l'âge. La double variation de l'être et du milieu est telle qu'aucun état ne saurait être maintenu plus d'un instant et aucun équilibre stable réalisé jamais. J'ouvre une petite parenthèse là aussi sur ce que certains mettent en avant comme un principe permanent et un état qu'il faudrait atteindre et qui est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre plein réalisé, c'est donc l'immobilisme. Et il n'est pas possible à tout jamais pour un organisme qui est tout le temps en perpétuel changement avec tous les agents extérieurs et intérieurs avec lesquels il doit composer. L'homéostasie, c'est un état d'équilibre vers lequel un organisme peut tendre pour ne pas être en entropie, dans le total désordre, et viser la négantropie, donc par ce but que peut être l'état d'homéostasie, mais jamais l'homéostasie n'est atteinte, sinon ce serait l'immobilisme et il n'y a plus rien, plus personne n'existe dans l'immobilité. Petite parenthèse, voilà, aucun équilibre stable réalisé, jamais, dit-il Claude Bernard toujours. Chaque usure cellulaire est un élément de déséquilibre partiel qui doit être réparé. Donc mouvement. La faim, la soif, l'échauffement, le refroidissement sont des perturbations qui doivent être guéries. Les malades peuvent être atteints de deux sortes d'infections. Celle d'origine extrinsèque où le microbe exogène provient d'une cellule extra-organique étrangère à l'anatomie du malade. Et celle d'origine intrinsèque où le microbe endogène provient de la différenciation d'un microbe anatomique du malade. Deux sortes d'infections, donc, comme il est décrit ici. Mais dans les deux cas, ces microbes endogènes ou exogènes germent de préférence dans un milieu organique où les microbes anatomiques agissent anharmoniquement et où, par suite, la nutrition est anharmonisée et perturbée longtemps avant l'apparition du syndrome infectieux. Longtemps avant l'apparition du syndrome infectieux, donc. En cela, on rejoint encore une fois certains aspects donc, de la notion de terrain. Ce syndrome morbide, cette entité nosographique, cette entité sémiologique, n'existe pas en dehors de l'organisme et ne peut être séparé. Il ne peut être isolé qu'en faisant abstraction du corps qui l'a déterminé à un moment de son histoire organique et psychique, relié à ses ascendants par le germe spécifique qui l'a édifié. Par ailleurs, la cause infectieuse est un être microbien humain, animal ou végétal, soumis à des variations au cours de sa physiologie, extra- ou intra-humaine, qui a une pérennité étonnante. Ce microbe n'a pas de finalité pathogène, mais comme tout être, il cherche un milieu nutritif. Et en agissant ainsi dans l'organisme du malade, il détermine un syndrome morbide en troublant la nutrition normale des microbes anatomiques différenciés. Tout milieu organique, nous l'avons exposé à sa spécificité et il n'y a par conséquent pas deux hommes égaux physiologiquement devant les infections. De plus,
Il n'y a pas deux infections égales pathologiquement, puisque l'existence des bactéries individus, entre guillemets, c'est-à-dire de la spécificité des microbes, est de plus en plus reconnue. Elles aussi, elles ne sont pas toutes égales entre elles. Voilà pour cet exposé sur cette intéressante réflexion. Il n'y a pas de malades, il n'y a que des maladies. En vous en souhaitant une très bonne réflexion et prenez soin de votre santé en comprenant de plus en plus ces principes de la microbiologie et en vous intéressant avec cet autre regard à ce monde microbien qui perdure au-delà de tout et qui est d'une intelligence infinie et qui, si on continue à le combattre, lui va vouloir survivre, on n'y arrivera jamais. Il faut travailler la main dans la main, il est bon. Et il sera beaucoup plus serein aussi de comprendre ce monde microbien pour travailler main dans la main avec et jouir d'une pleine santé naturellement. À très bientôt.